Londres, 1783. L'hiver mord de ses dents les plus cruelles, et la faim se répand comme une peste invisible dans les ruelles humides de la capitale de l'Empire. Un homme, un père désespéré aux yeux creusés par la souffrance, vole un simple morceau de pain pour nourrir ses enfants qui n'ont rien mangé depuis des jours. Son crime, 5 shillings de valeur. Sa sentence, la mort. Mais ce que personne ne dit, ce que les livres d'histoire taisent soigneusement, c'est que la potence était en réalité l'option la plus clémente. Derrière les perruques poudrées et les mots latins du tribunal se cachait un monstre juridique si tordu et calculé qu'il faisait passer les donjons médiévaux pour des jeux d'enfants. C'est ainsi que commença ce que les historiens nommeraient en plus tard le Code sanglant, une machinerie de terreur parfaitement huilée, conçue non pas pour rendre la justice, mais pour détruire toute étincelle de résistance au cœur de sa population. L'Empire britannique, celui-là même qui se présentait au monde comme le berceau de la civilisation, a construit son pouvoir sur des fondations de peur et de sang. Pendant plus de 3 siècles, le système judiciaire britannique a fonctionné comme une guillotine invisible, dictant des sentences de mort avec une facilité glaçante. En 1760, plus de 200 infractions, dont beaucoup étaient absurdement triviales, étaient punies de l'exécution. Voler de la nourriture, couper l'arbre d'autrui, même se promener sur la route le visage noirci, toutes ces actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, pouvaient mener un homme à la potence. Et le plus troublant de tout est que ces lois n'appartenaient pas au Moyen Âge. Elles n'étaient pas les vestiges d'une barbarie lointaine. Elles ont été rédigées et approuvées par des hommes instruits, membres du Parlement, qui croyaient sincèrement que la terreur était le chemin vers l'ordre social. Des enfants d'à peine 7 ans étaient des condamnés à mort pour le vol d'un mouchoir. Les affamés qui volaient toi du pain subissaient le même sort que les assassins de sang-froid. Le système ne se contentait pas de punir le coupable. Il détruisait des familles entières, laissant épouses et orphelins à la merci de la misère. Tout était calculé pour que l'idée de se rebeller ne traverse même pas l'esprit du peuple. Sir William Blackstone, le juriste le plus influent de l'époque, le disait sans ambages. La peur de la mort est l'instrument le plus efficace pour maintenir les masses dans l'obéissance. Mais ce n'était pas la justice, c'était une guerre psychologique déguisée en loi. Entre 1770 et 1830, la Grande-Bretagne a exécuté plus de personnes par habitant que tout autre pays européen. 90% des victimes provenaient de la classe ouvrière, tandis que les riches, coupables des mêmes délits, trouvaient toujours des échappatoires légales ou recevaient le pardon royal. La justice prétendument aveugle avait un prix et seuls les puissants pouvaient se le payer. Et pourtant, la mort rapide restait un privilège. Ce qui était vraiment terrifiant était réservé à ceux que l'Empire voulait utiliser comme exemple. La simple exécution était une fin bienveillante. Pour les ennemis de l'État, pour les traîtres, pour ceux qui osaient défier l'ordre imposé, la punition ne faisait que commencer avec la sentence. Ce qui venait ensuite ne visait pas seulement à éliminer le corps. Il s'agissait de détruire l'âme, de la démembrer publiquement et de semer la peur dans chaque recoin du royaume. Ainsi, l'Empire britannique ne s'est pas seulement maintenu avec des armes et des navires, mais avec un système judiciaire transformé en instrument de domination. Un système qui n'avait pas besoin de justifier sa cruauté, car il avait réussi à faire en sorte que la société l'accepte comme nécessaire. Et une fois que la peur s'installe dans le cœur d'un peuple, le pouvoir n'a pas besoin de crier. Il suffit que ses victimes sachent ce qui arrive quand quelqu'un ose élever la voix. Imaginez vivre dans une société où la loi ne protège pas, mais terrorise. Où la justice n'est pas un droit, mais un instrument de contrôle. Telle était la réalité sous le Code sanglant. Un système judiciaire qui a fait de la peur l'outil le plus efficace de l'Empire britannique. Ce n'était pas le produit de la folie, mais d'une stratégie délibérée, maintenir l'ordre en écrasant toute tentative de résistance. À la fin du XVIIIe siècle, plus de 200 infractions, dont beaucoup étaient insignifiantes, étaient punies de mort. Voler de la nourriture, abattre un arbre ou même être surpris sans travail pouvait mener à l'échafaud.
Des enfants étaient exécutés pour de petits vols et des familles entières étaient détruites pour des délits mineurs. La loi ne punissait pas le crime, elle punissait la pauvreté. L'inégalité était accablante. Tandis que la classe ouvrière mourait à la potence, les riches achetaient leur liberté ou recevaient le pardon royal. Les exécutions devinrent des spectacles publics. Des foules réunies sur les places observaient les corps se balancer, les larmes familiales et l'horreur élevée au rang de leçon morale. Tout était conçu pour inspirer la peur et faire comprendre clairement que le pouvoir impérial ne pouvait être défié. Même le langage judiciaire était théâtral. Les juges prononçaient des sentences enveloppées de citations latines et de références religieuses, présentant la cruauté comme une justice divine. La société entière fut modelée par la peur. Les parents éduquaient leurs enfants à obéir. Les marchés parlaient des exécutions comme de n'importe quelle nouvelle quotidienne, et les églises justifièrent la mort comme la volonté de Dieu. Ainsi, la loi cessa d'être un ensemble de règles et devint un fouet invisible qui contrôlait les pensées, les comportements et les destins. Mais pour ceux qui osaient défier l'Empire, la punition allait au-delà de la potence. Ce qui les attendait était un rituel de terreur conçu non seulement pour détruire le corps, mais aussi l'esprit. Le démembrement public, la forme la plus extrême de domination. Aucune punition n'a mieux représenté l'essence du pouvoir absolu britannique que l'écartèlement public. Ce n'était pas simplement une exécution, c'était un rituel, un spectacle macabre qui combinait l'humiliation, la douleur physique, la destruction symbolique et la terreur psychologique. C'était le message définitif de l'État à ses sujets. Ainsi finit quiconque ose défier le trône. Et sa cruauté ne connaissait pas de limite. Officiellement, cette punition était réservée aux traîtres, mais le terme « trahison » était si large qu'il pouvait s'appliquer à presque n'importe quel acte. Falsifier des pièces de monnaie, correspondre avec des étrangers, appartenir à la foi catholique en période d'intolérance ou même prononcer à voix haute des opinions considérées dangereuses. Quiconque menaçait, même minimalement, l'autorité de l'Empire pouvait finir à l'échafaud, condamné à la plus dégradante des morts. La cérémonie commençait bien avant l'exécution. Pendant des jours, parfois des semaines, le condamné était maintenu en vie dans des conditions inhumaines, privé de nourriture, d'eau et de sommeil, dans le seul but de briser son esprit. Mais la véritable horreur commençait le jour désigné. Le détenu était attaché à une plateforme en bois et traîné par des chevaux à travers les rues pavées de Londres lors d'un parcours lent et humiliant. La foule l'insultait, lui jetait des objets et crachait sur son passage. Cette procession n'était pas un simple transfert, c'était une démonstration publique du pouvoir de l'État, un rappel à chaque citoyen que personne, pas même un noble, n'était au-dessus de la couronne. Lorsque le condamné arrivait à l'échafaud, le rituel devenait encore plus sinistre. Il était pendu par le cou, mais pas jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'objectif n'était pas de le tuer rapidement, mais d'infliger le maximum de souffrance possible. On le descendait avant qu'il ne perde connaissance, la respiration haletante et le corps affaibli. Puis, alors qu'il était encore en vie, le bourreau ouvrait son abdomen avec un couteau aiguisé, extrayant lentement ses organes internes. Souvent, ceux-ci étaient brûlés devant ses yeux mourants. La castration, pratiquée avec une précision chirurgicale, avait une signification plus profonde que la simple douleur. Elle représentait l'anéantissement de sa lignée, l'extinction de sa descendance, la punition qui transcendait la chair pour atteindre la mémoire. Ce n'est que lorsque la souffrance avait atteint son paroxysme que le bourreau décapitait le détenu. Mais même la mort ne signifiait pas la fin. Le corps était démembré selon des techniques raffinées, divisé en 4 parties soigneusement séparées. La tête, imprégnée de goudron pour ralentir sa décomposition, était clouée sur une pique et exposée sur le pont de Londres où des milliers de personnes la voyaient quotidiennement. Les membres étaient envoyés dans différentes villes, souvent dans les villes natales de l'exécuté, pour servir d'avertissement. Parfois, les parties du corps étaient suspendues dans des cages métalliques spéciales conçues pour exposer les restes pendant des mois, voire des années. Ce spectacle, loin d'être un acte de justice, était une arme politique. La brutalité n'avait pas pour objectif de punir le coupable, mais d'instaurer la terreur chez les innocents. Le message était clair. Quiconque s'opposerait au pouvoir de l'Empire ne perdrait pas seulement la vie, mais serait effacé de l'histoire, transformé en un symbole d'avertissement éternel. La présence constante de ces reliques humaines sur les ponts, les murailles et les places transformait le paysage urbain en un théâtre de la peur.
L'impact psychologique était dévastateur. Les familles des condamnés ne pleuraient pas seulement leur mort, mais devaient supporter l'humiliation publique de voir leurs restes profanés. Beaucoup évitaient même de parler de l'exécuté par peur d'être associés à la trahison. La censure n'était pas nécessaire, la terreur faisait le travail à elle seule. Pendant des siècles, l'écartèlement public a façonné la politique, la religion et la culture de l'Empire britannique. Les conversations sur les réformes, les droits ou les libertés étaient étouffées dans le silence imposé par le souvenir des corps mutilés qui pendaient dans les rues. Et tandis que le peuple vivait avec la peur tatouée dans l'âme, le pouvoir continuait à se renforcer, alimenté par le spectacle de la douleur humaine. C'était la punition parfaite parce qu'elle ne détruisait pas seulement l'individu, elle détruisait son nom, sa famille, son histoire. Elle transformait son existence en un avertissement éternel. Et pour un empire qui aspirait à dominer le monde, il n'y avait pas d'outil plus efficace qu'un peuple paralysé par la peur. Si l'écartèlement était le spectacle suprême du pouvoir absolu, le gibbeting, connu aussi sous le nom d'exposition dans des cages de fer, était la stratégie de la terreur prolongée. C'était une punition qui ne se terminait pas avec la mort, mais commençait avec elle. Une pratique si froide et calculée qu'elle transformait le corps humain en un panneau d'avertissement, un rappel constant de ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'Empire. Au lieu d'effacer les condamnés, l'État les transformait en monuments grotesques à sa propre autorité. La logique derrière le gibbeting était simple. L'exécution rapide avait un effet immédiat, mais passager. La peur devait être permanente, quotidienne, inéluctable. C'est pourquoi, au lieu d'enterrer les exécutés, leurs corps étaient placés dans des structures de fer conçues pour les maintenir pendant des semaines, des mois, voire des années. Dans de nombreux cas, la punition commençait même avant la mort. Certains prisonniers étaient enfermés vivants dans des cages suspendues à de hauts poteaux, exposés au vent, au froid, au soleil brûlant et à la vue implacable du public. Ils mouraient lentement, de faim, de soif ou de folie, tandis que le monde suivait son cours à leurs pieds. Imaginez, vous voyagez sur un chemin rural en Angleterre au XVIIIe siècle et, au loin, vous voyez une figure humaine pendue à une armature métallique. En vous approchant, vous percevez l'odeur, chair putréfiée, os exposés, corbeaux picorant les restes, vers rampant sur le crâne. Parfois, le corps bouge encore, avec un faible souffle de vie. D'autres fois, c'est un squelette se balançant au vent. Ce n'est pas une scène isolée. Il était courant de trouver ces signes macabres au carrefour, à l'entrée des ports ou sur les places des marchés. Chaque élément était calculé avec précision. Les cages étaient faites sur mesure, conçues pour empêcher toute tentative d'évasion ou de suicide. Les anneaux de fer maintenaient le torse, les bras et les jambes, maintenant le prisonnier en position verticale, afin que tous puissent le voir de loin. Les magistrats choisissaient stratégiquement le lieu d'exposition, près du lieu du crime, dans le village natal du condamné, ou à des endroits où des milliers de personnes passeraient quotidiennement. L'objectif était unique, graver la peur dans la mémoire collective. Certains cas sont devenus légendaires. En 1701, le célèbre pirate William Kidd fut exécuté et son corps fut placé dans une cage à Tilbury Point, où il resta suspendu pendant plus de 20 ans. Les navires qui entraient dans la Tamise devaient passer juste en dessous de son cadavre se balançant, un message terrifiant pour quiconque songerait à désobéir à la loi maritime britannique. Mais l'impact du gibbeting allait bien au-delà du criminel puni. Son véritable effet se déployait sur des communautés entières. Les enfants passaient tous les jours devant les corps décomposés en allant à l'école. Les familles, qui perdaient leurs êtres chers, étaient obligées de contempler leur dégradation. Les conversations sur les marchés tournaient autour de la pestilence qui imprégnait l'air et beaucoup évitaient certains chemins par peur de croiser le spectacle. La punition n'affectait pas seulement l'individu, elle infectait la vie quotidienne de tout un peuple. L'État étudiait même les conditions climatiques pour prolonger la terreur. En été, la décomposition s'accélérait, répandant l'odeur sur des kilomètres. En hiver, le froid préservait les corps pendant des mois. Du goudron était utilisé pour retarder la putréfaction et s'assurer que le cadavre reste reconnaissable plus longtemps. C'était une stratégie scientifique de la peur, conçue pour que la punition survive à l'exécution.
le gibbeting a transformé la justice en paysage. Il n'était plus nécessaire d'assister à une exécution pour comprendre le pouvoir de l'État. Il suffisait de regarder l'horizon et de voir un corps suspendu, ses membres balancés par le vent, condamné à une seconde mort, celle de sa dignité. Et dans ce silence, l'Empire trouvait sa force. Pour de nombreux prisonniers, la mort aurait été une libération. Mais pour l'Empire britannique, la mort ne suffisait pas. Il fallait que la punition continue, que la honte persiste, que la peur ne disparaisse jamais. Car tant qu'un corps pourrirait à la vue de tous, personne n'oserait défier le trône. Si le gibbeting était le symbole de la peur perpétuelle sur terre ferme, en mer britannique, il existait un autre outil tout aussi terrifiant, le fouet à 9 queues, connu en anglais sous le nom de Cat o' Nine Tails. Cet instrument non seulement punissait, mais marquait ses victimes pour toute la vie, tant sur le corps que dans l'esprit. C'était le fouet qui transformait les hommes en exemples vivants du pouvoir impérial, l'arme avec laquelle la Royal Navy maintenait l'ordre par la douleur et l'humiliation. À bord d'un navire de guerre britannique du XVIIIe siècle, il n'existait ni liberté ni justice. Beaucoup de marins ne s'enrôlaient pas volontairement. Ils étaient recrutés de force, arrachés à leur foyer et contraints de servir dans des conditions misérables. Le moindre acte de désobéissance, une parole mal prononcée, un regard défiant ou une plainte, pouvait être considéré comme de l'insubordination. Et l'insubordination se payait de chair déchirée. La cérémonie du châtiment commençait par une mise en scène soigneusement planifiée. L'accusé était conduit sur le pont principal, devant tout l'équipage. Il n'y avait pas d'intimité, car l'humiliation publique était une partie essentielle du processus. On le dépouillait de sa chemise et on l'attachait à un poteau en bois ou à une grille, les bras tendus au-dessus de la tête. Un silence absolu régnait, tandis qu'un tambour marquait le rythme du châtiment. Alors apparaissait le fouet, 9 lanières de cuir de près d'1 mètre de long, certaines avec des nœuds stratégiques, d'autres avec des fragments de plomb ou même des crochets métalliques à la pointe. Chaque coup était calculé avec précision. La peau s'ouvrait au premier impact, laissant des lignes rouges qui se transformaient rapidement en blessures profondes. Après la 10e décharge, les muscles étaient déchirés. Après la 20e, la chair devenait une masse sanglante. Les médecins de bord surveillaient constamment le pouls du condamné, non par compassion, mais pour s'assurer qu'il ne mourrait pas trop tôt. L'objectif n'était pas de l'exécuter, c'était de le briser sans le tuer. Certaines punitions consistaient en 12 ou 20 coups de fouet. D'autres, en cas de mutinerie ou de désobéissance grave, pouvaient dépasser les 300. Plus d'une fois, les hommes étaient si mutilés qu'ils ne pouvaient plus bouger pendant des semaines. Beaucoup souffrirent d'infections, de fièvre et de douleurs chroniques qui les accompagnaient le reste de leur vie. Les cicatrices étaient indubitables, profondes, tordues, impossibles à cacher. Elles étaient un sceau de honte, mais aussi un avertissement. Même des années après, un ancien marin pouvait être reconnu dans les tavernes à l'état de son dos. Le fouet ne punissait pas seulement le corps, il conditionnait l'esprit. Chaque marin qui assistait à une flagellation savait que s'il défiait l'autorité, son destin serait le même. Les cris du supplicié, le bruit du cuir frappant la chair et l'odeur de la sueur mêlée au sang créaient un traumatisme collectif qui maintenait l'équipage dans un état constant de soumission. La peur était si efficace qu'il était rarement nécessaire de répéter la punition avec les mêmes hommes. La cruauté du fouet à 9 queues ne se limitait pas aux navires. L'Empire l'a exporté vers ses colonies, où son usage est devenu encore plus inhumain. Dans les plantations des Caraïbes, les esclaves étaient fouettés jusqu'à l'évanouissement pour éviter les rébellions. En Inde, les soldats coloniaux étaient punis avec des fouets renforcés de métal. En Australie, les bagnards recevaient des centaines de coups de fouet pour des infractions mineures. Dans tous les coins de l'Empire, le fouet est devenu le langage universel du pouvoir. Et le plus pervers était que la punition ne se terminait jamais tout à fait. Les cicatrices ne déformaient pas seulement la peau, mais aussi l'identité. Beaucoup d'hommes, incapables de supporter le souvenir du supplice, s'isolaient, sombraient dans la folie ou se livraient à l'alcool. D'autres étaient marginalisés par la société, considérés comme des criminels même après avoir purgé leur peine. Le fouet les avait punis, oui, mais il les avait aussi condamnés à vivre comme des rappels ambulants du pouvoir impérial. Ainsi,
le fouet à 9 queues n'était pas seulement un instrument de torture, c'était une méthode de contrôle social. Il transformait la douleur en obéissance, la souffrance en discipline et les cicatrices en symbole de pouvoir. Et tandis que les corps des marins saignaient sur le pont, l'Empire poursuivait son expansion, alimenté par la peur que ce fouet gravait dans la chair vive. Si la potence mettait fin à la vie en un instant et le fouet laissait des cicatrices sur la peau, le transport était un châtiment qui détruisait lentement tout ce qui rendait une personne humaine, sa liberté, sa dignité, son histoire et son espoir. Ce fut la méthode la plus efficace de l'Empire britannique pour punir sans tuer, éliminant des milliers de personnes indésirables de la société tout en exploitant leur corps comme force de travail pour construire son empire. Entre 1770 et 1868, plus de 160 000 personnes furent condamnées à l'exil forcé dans des colonies comme l'Australie, l'Amérique ou les Caraïbes. La plupart étaient des pauvres, des ouvriers ou des paysans accusés de délits mineurs. Voler du pain, couper un arbre ou même mendier dans la rue. Le processus commençait au tribunal par une phrase qui, en apparence, sonnait moins cruelle que la peine de mort, transportation pour 7 ans. Cependant, cette sentence signifiait un déracinement total. Le condamné était enchaîné, séparé de sa famille et conduit à un port où l'attendait un voyage en enfer. Les cales des navires étaient bondées, sans ventilation, remplies d'immondices et de maladies. Hommes, femmes et enfants étaient entassés comme des marchandises humaines, sans espace pour bouger, contraints de vivre pendant des mois entre vomissements, excréments et corps malades. Le manque d'hygiène et de nourriture adéquate transformait chaque traversée en une sentence de mort. Beaucoup mouraient de maladies respiratoires, de dysenterie ou de faim avant d'arriver. Sur le navire Neptune, 1790, sur 502 prisonniers, 158 sont morts pendant le trajet. Pour ceux qui survivaient au voyage, le cauchemar continuait. Une fois arrivés dans les colonies, ils étaient vendus ou assignés comme main-d'œuvre gratuite. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil dans les champs, les mines, les travaux publics ou la construction de routes et de ports, sans salaire et sans droit. Ils étaient battus pour la moindre erreur, privés de nourriture en guise de punition et, dans de nombreux cas, tués par leurs superviseurs sans conséquences légales. L'idée qu'ils retrouveraient un jour la liberté était, en pratique, une illusion. Les peines pouvaient être prolongées arbitrairement pour de prétendues infractions. Beaucoup de prisonniers mouraient en exil, sans jamais revoir leur famille. Les femmes subissaient un destin encore plus terrible. Pendant le voyage, elles étaient victimes de viols systématiques de la part de l'équipage, et beaucoup arrivaient enceintes à destination. Le cas du navire Lady Juliana en 1790 est emblématique. Sur les 226 prisonnières, la majorité est tombée enceinte pendant la traversée. Une fois à terre, beaucoup étaient contraintes de servir comme esclaves sexuelles ou d'épouser des colons contre leur volonté. Le transport n'était pas seulement une punition individuelle, c'était un outil impérial. Grâce au travail forcé des prisonniers, l'Empire britannique a construit des routes, des quais, des villes entières et des plantations. L'infrastructure des colonies s'est littéralement élevée sur les corps et la souffrance des condamnés. Des lieux comme l'île de Norfolk sont devenus synonymes d'enfer. Les conditions y étaient si extrêmes que de nombreux prisonniers préféraient mourir plutôt que d'y vivre. De plus, le transport avait un but politique et social. Nettoyer la métropole des pauvres, des petits délinquants, des rebelles et des opposants politiques sans salir ses rues avec des exécutions massives. C'était une forme de contrôle social déguisé. Ceux qui gênaient le système étaient simplement envoyés à l'autre bout du monde et effacés de l'histoire. Leurs noms disparaissaient des registres, leur vie était réduite à des chiffres sur des listes de cargaisons humaines et leur destin était scellé dans l'oubli. Le transport a révélé le visage le plus froid et le plus calculateur de l'Empire. Il a montré qu'il n'était pas nécessaire de tuer une personne pour la détruire. Il suffisait de l'arracher à sa terre, de la réduire en esclavage et de la condamner à l'oubli. Dans ces navires chargés de chaînes ne voyageaient pas seulement des criminels, mais aussi les preuves vivantes de la façon dont la justice britannique a déguisé l'esclavage en légalité. Et dans chaque colonie édifiée grâce à leur travail forcé, était gravé le prix humain de la domination impériale.
Parmi tous les châtiments appliqués par l'Empire britannique, l'écrasement jusqu'à la mort fut l'un des plus cruels et psychologiquement dévastateurs. Contrairement à d'autres méthodes qui cherchaient à infliger une douleur physique immédiate, celle-ci avait un objectif beaucoup plus retors, briser la volonté de l'accusé et transformer le silence en un crime. Connu sous le nom de peine forte et dure, il était appliqué à ceux qui refusaient de plaider coupable ou non coupable devant le tribunal. Ce refus empêchait le procès et évitait que la couronne ne confisque leurs biens, ce qui signifiait que de nombreuses personnes se taisaient délibérément pour protéger leur famille. La torture commençait par une procédure simple mais terrifiante. Le prisonnier était allongé sur le dos, recouvert d'une planche de bois, puis de lourdes pierres étaient placées sur son corps, l'une après l'autre, pendant des heures, voire des jours. Au début, la douleur était supportable, mais avec le temps, la poitrine commençait à s'affaisser, les côtes se brisaient, et chaque respiration devenait un acte agonisant. Le condamné savait qu'il suffisait de prononcer quelques mots pour arrêter le tourment. Mais le faire signifiait tout perdre. Certains ont décidé de résister jusqu'à la fin. Le cas le plus célèbre fut celui de Giles Corey, accusé de sorcellerie à Salem en 1692. Pendant 2 jours, il supporta le poids croissant des pierres sans prononcer un mot. Sa dernière phrase fut une moquerie du pouvoir. Plus de poids. Il y a aussi l'exemple de Margaret Clitheroe, exécutée en 1586 pour avoir protégé des prêtres catholiques. Son silence en a inspiré beaucoup à résister à la persécution religieuse. La souffrance ne se limitait pas à la victime. Dans de nombreux cas, la famille et les amis étaient obligés d'assister à la torture, sachant qu'il suffisait de convaincre l'accusé de parler pour arrêter la douleur. Cet élément psychologique multipliait la portée du châtiment, le transformant en un instrument non seulement de répression individuelle, mais aussi de contrôle social. L'écrasement démontrait que le pouvoir n'avait pas besoin de sang ni de blessures visibles pour s'imposer. Il pouvait le faire en écrasant lentement le corps et, avec lui, la dignité humaine. Avec cette méthode, l'Empire britannique a démontré que même le silence, ce dernier refuge de liberté, pouvait être transformé en une arme de l'État. Si l'écrasement était le châtiment du silence, la redoutable fille de la charogne représentait la domination totale du corps humain. Créée au XVIe siècle sous le règne d'Henri VIII par Sir Leonard Skeffington, cette machine de fer fut conçue avec précision pour pousser la douleur à l'extrême sans avoir besoin de verser du sang. Son objectif n'était pas de tuer, mais de briser physiquement et psychologiquement les ennemis de l'État, forçant des aveux, détruisant les volontés et semant la peur sans laisser de marques visibles. La structure était simple mais terrifiante. Elle obligeait le prisonnier à adopter une position fœtale extrême, les jambes pliées contre la poitrine et les bras enroulés autour des genoux. À chaque tour du mécanisme, le corps se comprimait davantage, réduisant l'espace vital jusqu'à ce que respirer devienne un acte douloureux et chaque battement de cœur une torture. La pression affectait les organes internes, provoquait des hémorragies nasales, des saignements par les oreilles et même la rupture de vaisseaux sanguins sous la peau. Beaucoup de prisonniers perdaient ses connaissances, pour être ensuite réanimés et que le tourment continue. Le plus pervers de cette méthode était son invisibilité. Contrairement au fouet ou à la potence, la fille de la charogne laissait rarement des blessures externes. Les autorités pouvaient se présenter au monde comme un empire civilisé, tout en pratiquant l'une des formes de torture les plus inhumaines connues. Les témoignages des survivants étaient souvent discrédités par manque de preuves physiques, ce qui transformait la dénégation officielle en partie de la punition. Cet instrument fut utilisé spécialement contre les dissidents religieux, les conspirateurs politiques et les traîtres. Beaucoup, incapables de supporter la douleur, confessaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis ou dénonçaient leurs propres alliés. Le prêtre jésuite John Gerard décrivit dans ses mémoires comment ses côtes se comprimaient au point de pouvoir à peine respirer, tandis que son esprit s'effondrait lentement. La réformiste protestante Anne Askew, torturée en 1546, fut tellement affaiblie qu'elle dut être portée sur une chaise pour son exécution. Le véritable pouvoir de la fille de la charogne ne résidait pas seulement dans la souffrance qu'elle causait, mais dans la terreur qu'elle inspirait. Sa simple existence suffisait à faire taire les voix avant qu'elles ne soient prononcées. C'était une punition préventive, un rappel constant que l'État pouvait vous détruire sans laisser de traces. Ainsi,
L'Empire britannique a perfectionné l'art de la répression sans effusion de sang, ni trace visible. Avec un simple mécanisme de fer, il a été capable de transformer le corps en sa propre prison et la peur en son plus puissant outil de contrôle. L'Empire britannique, admiré pendant des siècles comme symbole de civilisation, de progrès et de justice, a en réalité construit son pouvoir sur des fondations de violence, de peur et de répression systématique. Chaque méthode de punition que nous avons vue n'était pas un accident, ni le résultat de la cruauté isolée de quelques hommes, mais faisait partie d'une stratégie soigneusement conçue pour maintenir un contrôle absolu. Le code sanglant a transformé la peur en loi. L'écartèlement a fait du corps humain un instrument politique. Le gibbeting a transformé la mort en un spectacle public qui perpétuait la terreur. Le fouet à 9 queues a marqué les corps et les esprits à jamais. La déportation a effacé des vies entières dans des terres lointaines. Et l'écrasement et la fille de la charogne ont démontré que même le silence et l'esprit pouvaient être transformés en armes de l'État. Aucune de ces horreurs n'était le fruit du hasard. Tout était pensé pour soumettre, dissuader et détruire toute forme de résistance. La violence n'était pas une erreur du système, c'était le système. Par la peur, l'Empire a modelé des sociétés entières, éliminé des ennemis sans avoir besoin de bataille et maintenu le contrôle sur des millions de personnes dispersées à travers le monde. Et le plus inquiétant est qu'il l'a fait sous l'apparence de la légalité, enveloppant ces atrocités dans le langage du droit, de la morale et de la religion. Cet héritage est toujours présent. De nombreuses structures policières, pénitentiaires et judiciaires modernes sont nées de cette logique impériale. Punir non pas pour réhabiliter, mais pour inspirer la crainte. Même aujourd'hui, des idées comme la dissuasion ou l'ordre social conservent l'essence de ces pratiques. Et l'impact psychologique de siècles de répression pèse encore sur des sociétés entières. Des peuples entiers éduqués à obéir, des générations qui ont grandi en craignant l'État et en acceptant l'injustice comme inévitable. La leçon que nous laisse cette histoire est claire. La barbarie ne se manifeste pas toujours par une brutalité évidente. Parfois, elle se déguise en justice, se vêt de la loi et se proclame civilisation. C'est pourquoi se souvenir de ce passé n'est pas un exercice de culpabilité, mais un avertissement. Si nous oublions ce qui s'est passé, si nous acceptons que le pouvoir puisse agir sans limite, l'histoire se répétera inévitablement. Maintenant, la question vous est posée. La violence peut-elle être justifiée au nom de l'ordre? L'État doit-il avoir le droit de détruire des vies pour conserver son pouvoir? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et participez à ce débat. Le silence, celui-là même que l'Empire a écrasé pendant des siècles, ne doit plus jamais régner.